soir, en France, une épidémie mystérieuse, la listériose, tue une vingtaine de personnes en quelques mois. Une trentaine de médicaments sont retirés du marché, il s'agit d'autre chose. Ils pourraient provoquer une transmission de la maladie dite de la vache folle. Des agriculteurs en colère ont campé à Euro Disneyland et ont dit à Mickey tout le mal qu'ils pensaient de lui. Enfin, Bruce Springsteen réapparaît sur scène après 4 ans d'absence. Il sera à Bercy lundi, mais dès ce soir, nous l'entendrons chanter. Voilà les titres du 19-20, le 5e va de soi. Il porte sur la finale du championnat d'Europe des Nations, une finale inattendue, surtout pour le Danemark, qui affrontera dans 3 quarts d'heure en Suède l'Allemagne. Un Danemark surprenant. Il avait dit non à l'Europe lors du référendum et l'Europe, pas bégueule, va peut-être le consacrer dès ce soir après l'avoir repêché. Rémi Ludicelli. Göteborg, temple d'une finale où pour la première fois les supporters danois rêveront d'un titre européen. Comme l'avait annoncé Brian Laudrup avant le match contre la France, cette équipe danoise a su faire oublier sa glorieuse devancière des années 80. Ce soir, le Danemark a déjà gagné sa finale dans l'assurance de Schmeichel, la fraîcheur d'Henrik Larsen et l'étourdissante énergie de 11 joueurs emportés par le désir de construire un football généreux et sans complexe. Sur le terrain pourtant, il faudra vaincre une éternelle équipe allemande emmenée par un lutin de génie, Thomas Hasler. Formation allemande disposant cette année encore d'un grand buteur en la personne de Karl-Heinz Riedle. Les joueurs de Bertie Vogts n'auront finalement souffert qu'une mi-temps devant la Hollande dans cet Euro 92. Ce soir, leur efficacité collective pourrait bien pallier ce court relâchement pour ouvrir aux champions du monde la voie d'un nouveau titre. La régularité face à l'enthousiasme pour 2 formations solides et inspirées, cette finale de l'Euro 92 devrait tenir toutes ses promesses. Et le Danemark s'est encore fait remarquer au sommet européen de Lisbonne. Le ministre danois des Affaires étrangères est arrivé avec une écharpe aux couleurs de l'équipe nationale. Il n'y a pas eu d'incident diplomatique. En revanche, cette finale pose quelques problèmes d'organisation. Certains chefs d'État auraient bien retardé le dîner officiel pour voir le match. Il n'y a pas de récepteur dans la salle du banquet. Il pourrait donc y avoir des retardataires. Arlette Chabot a recueilli les pronostics au sommet. Le ministre danois des Affaires étrangères affichait les couleurs dès son arrivée ce matin, celles de l'équipe nationale de football. Car pour les Danois, il n'y a pas de doute, c'est sûr, ils vont gagner. Nous voulons gagner. Donc vous allez gagner combien 2-1. D'accord, merci. Merci. Beaucoup plus optimistes encore les Allemands, pronostic du chancelier Kohl lui-même. 3-1 en faveur de l'Allemagne, évidemment. Face à tant d'assurance, les autres délégations officielles se veulent prudentes, neutres, comme les Belges et les Irlandais. J'espère d'avoir un bon match de football. Que le meilleur gagne. Les journalistes italiens ou espagnols ne sont pas d'accord, surtout lorsqu'ils se livrent à des interprétations plus politiques. Si les Allemands vont gagner, je suis très content. C'est l'Europe qui gagne. C'est l'Europe qui gagne. Les Allemands? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a dit non à l'Europe. Hein. Il faut qu'il gagne. Bien sûr, le football ne constitue pas l'essentiel du sommet. Néanmoins, Allemands et Danois souhaiteraient regarder le match ensemble. L'heure du dîner officiel pourrait être retardée, à moins que les 12 ne décident de dîner en regardant la télé. Bravo Arlette, on peut aimer la politique et le football en même temps. Plus sérieusement, les 12 ont exprimé une nouvelle fois leurs préoccupations à propos de la situation en Yougoslavie. François Mitterrand a exhorté les dirigeants européens à envisager une forte action, ce sont ses propres termes. Mais le sommet de Lisbonne est aussi celui qui arrive après celui de Maastricht. Les 12 ont beaucoup parlé du non danois et de la ratification du traité dans le futur. Reportage à Lisbonne de Jean-Marie Belin. Encore une fois, les Américains se sont invités à la table des 12. S'il a bien sûr été question dès ce matin de la situation en Bosnie, c'est la lettre de James Baker à Roland Dumas qui a fait le plus de bruit. J'ai reçu ce matin même une lettre du secrétaire d'État, M. Baker, que je vais examiner maintenant. Mais d'après ce que j'en ai lu très rapidement, c'est une demande qui nous est adressée. En tout cas, elle est adressée à la France, mais je peux présumer qu'elle est adressée à d'autres partenaires et qui vise à renforcer la pression de caractère diplomatique.
Quel que soit le contenu de cette lettre, représailles diplomatiques à l'encontre de l'ex-Yougoslavie ou menace à terme d'intervention militaire à des fins humanitaires à Sarajevo, elle a été perçue comme une pression des Américains sur les 12. Soit vous continuez à discuter et à ne pas agir, et nous avons dans ce cas les coups des franges, soit nous agissons ensemble, CE et États-Unis. L'Italien de Micheli s'est d'ailleurs dit prêt à envoyer des militaires italiens si les autres suivent, en faisant le parallèle avec l'Irak. Ce n'est donc pas par hasard si cette lettre est arrivée aujourd'hui à Lisbonne. Mais loin d'embarrasser les 12, cette impuissance soulignée par les Américains va les aider. La communauté n'a pas aujourd'hui les moyens d'agir, elle les aura dès que le traité de Maastricht deviendra une réalité. Il est donc urgent que le processus de ratification continue et aboutisse. Ce soir, au moment du dîner, les 12 reparleront de la Yougoslavie. La France exige par la bouche de François Mitterrand une action forte de la communauté, mais pas forcément dans le domaine militaire. Et puis ce serait aussi une bonne façon pour les 12 de montrer aux citoyens européens que l'Europe continue. Un autre souci, moins grave tout de même pour les dirigeants européens, il tient en une équation 12 moins 1, le Danemark, égale 11 plus 7 égale 18. Les 7 en question sont divers pays qui désirent adhérer à l'Europe, mais leur enthousiasme pose un problème. Comment réussir à 18, ce qui paraît si laborieux à 12? L'Autriche, la Suède, la Suisse ou la Finlande, plusieurs pays frappent à la porte de l'Europe depuis de nombreuses années. Les 12 pourraient donner le feu vert à l'ouverture de négociations, et cela dès l'année prochaine. François Poulet-Matisse. L'Europe aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle sera demain, avec en plus la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Autriche et la Suisse, peut-être dès 1996. Pourquoi ces pays? Pourquoi maintenant? Il faut dire que le nom danois et l'électrochoc qui s'en est suivi a créé un véritable appel d'air, et ceux qui semblent prêts à accepter le traité sont bien sûr les bienvenus. Mais il y a plus, ces pays sont riches, plus riches que la moyenne communautaire, et leur argent ne sera pas de trop quand il faudra penser à d'autres adhésions, celle des pays de l'Est par exemple. L'élargissement de la communauté dont les Britanniques se font les champions est donc à l'ordre du jour, avec une condition, accepter l'intégralité du traité de Maastricht. Les 12 de leur côté veilleront à ne pas renforcer le poids de Bruxelles sur la vie quotidienne des Européens. Scénario probable de l'élargissement, 92, achèvement des procédures de ratification, début 93, ouverture des négociations avec les 5 pays de la ELE, les autres devront attendre, l'idée étant de trouver pour eux une formule d'association qui ne les laisse pas sur le bord de la route. Quant aux agriculteurs français, ils n'aiment ni cette Europe ni celui qu'ils considèrent comme son parrain, l'oncle Sam. Ils le rendent en fait responsable de tous leurs maux, et comme ils avaient envie de le lui dire sans traverser l'Atlantique, ils se sont adressés au neveu Mickey, le Mickey d'Euro Disneyland. En tout, 300 tracteurs ont totalement bloqué les routes d'accès au parc de loisirs, et cela pendant plusieurs heures. Une manifestation calme et qui s'est dispersée en fin de matinée. Christine Lehéran, Fernando Malverde. Mauvaise surprise pour les visiteurs d'Euro Disney ce matin, le voyage au pays de Mickey s'arrête là, à 2 km de l'entrée. Les accès routiers sont bloqués. Les agriculteurs, ils se révoltent parce que Euro Disney a pris leur champ. Garés en file indienne, les agriculteurs font tout pour empêcher l'ouverture du parking. Ils veulent avant tout faire monter la pression médiatique. Euro Disney, c'est effectivement tout un symbole, celui de la disparition des terres cultivables dans la région. C'est évidemment et surtout l'image du géant américain, première raison de cette action en ce lieu. Ce sont les États-Unis qui sont responsables de cette réforme de la politique agricole commune. Ce sont eux qui ont tenu la plume des eurocrates de Bruxelles, il faut quand même le savoir. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui se déroule à Lisbonne le sommet des 12 chefs d'État, et ils vont décider, et c'est extrêmement important, de l'enveloppe budgétaire pour les 5 années qui viennent. À l'heure où tout se négocie, les agriculteurs veulent continuer les actions en série dans le calme. J'ai bien l'intention de revenir, c'est une occasion de 13 ans. Le tout étant d'attirer l'attention. On ne veut pas rentrer dans les hôtels, on ne veut pas nous traiter de vandales. Nous sommes ici, il n'y aura que les gens qui arrivent par le RER et par les hôtels qui ont Euro Disneyland, c'est tout. Certains sont venus pour passer la journée ici. En fait, le barrage a été levé à 13h30 sur décision de la hiérarchie syndicale. Euro Disney, une étape de plus de la contestation paysanne. D'autres actions sont prévues par la FNSEA la semaine prochaine. L'Europe de Maastricht aura au moins un mérite, celui d'éviter à nouveau Trafalgar, la bataille navale annoncée entre chalutiers anglais et français a tourné court, Dieu merci. Les Anglais étaient déjà sur le pied de guerre et un ministre n'hésitait pas à déclarer sur un ton martial: ces incidents ont réveillé 1000 ans de rivalité, de haine, bigre. De l'autre côté du Channel, à Concarneau, où l'un des chalutiers français est rentré, on dédramatise. Les filets des pêcheurs anglais ont bien été coupés, mais ce n'était pas volontaire, affirment les pêcheurs bretons. Agnès Molinier.
À Concarneau, la presse britannique a débarqué en force. Pour les Bretons, le vieil ennemi anglais exploite l'événement. Car ici, les querelles entre pêcheurs sont très fréquentes. La semaine dernière encore, un chalutier, l'Allegro, s'était heurté à un fileyeur anglais. On était constamment menacés avec eux. Ils mettaient nos filets, ils barraient carrément nos zones de pêche. Les pêcheurs bretons traînent des chaluts qui se prennent dans les filets anglais, de plus en plus nombreux et parfois non balisés. Les patrons ne se comprennent pas entre eux et les responsabilités sont souvent partagées. Hier, le Rhapsody et l'Arche se sont retrouvés coincés. Les contrôleurs britanniques sont venus contrôler notre bateau et je dois reconnaître avec une extrême correction. Et ici, il est apparu, après le contrôle, que d'une part, il n'y avait pas eu de jet de boulons, de barres de fer et je ne sais quoi, et que les contrôleurs britanniques ont effectivement constaté qu'il y avait impossibilité pour notre bateau donc de travailler correctement dans cette zone-là. Bretons et Cornouaillais étaient sur le point de conclure un accord de cohabitation, mais l'affaire d'hier prend un tour politique. La pression guerre, la manière dont la presse britannique et dont le gouvernement britannique a pu monter cette affaire en épingle, ni la manière dont les pouvoirs publics français réagissent avant d'avoir des preuves de ce qui s'est passé sur zone. À Concarneau, les pêcheurs ne voudraient pas faire les frais d'un dialogue difficile entre leur ministre et son homologue anglais. Série d'attentats en Algérie ces derniers jours, ils n'ont pas fait de victimes, mais sont destinés à intimider les membres du tribunal militaire qui s'apprête à juger demain à Blida les dirigeants intégristes du FIS. 7 personnes en tout, notamment Abbassi Madani et Ali Belhadj, sont inculpés de crimes d'atteinte à la sûreté de l'État et de participation à un mouvement insurrectionnel pour les émeutes de 91. Ces deux hommes, qui étaient il y a quelques mois aux portes du pouvoir, risquent aujourd'hui la peine de mort. Reportage à Blida de Moralaï Tabouche et Christian de Carnet. En l'espace de 6 mois, Alger la Blanche a encore changé de visage. Comme si le rêve islamiste n'avait jamais existé, comme si l'État islamique n'avait été qu'un mirage. Le vendredi, jour de grande prière, les mosquées ne sont plus prises d'assaut par des fidèles fanatiques. Autour de la mosquée de Kouba, autrefois fief des intégristes, les rues sont désertées. À l'intérieur, plus de prêches enflammés. Ici, comme ailleurs en Algérie, les imams sont nommés directement par l'État. Le Front islamique du salut a-t-il baissé les bras pour autant? Pas vraiment. La nouvelle direction, entrée en clandestinité, multiplie les communiqués. Le numéro 46 est clair. Le jour du procès de nos deux chefs, nous frapperons très fort. Les militants ne semblent pas tous d'accord. On fait entièrement confiance au bon Dieu qui va nous donner son aide. Et quand le bon Dieu il va nous être avec nous, c'est-à-dire, on va triompher. Et sans émeute, sans tuerie. Quoi qu'il en soit, Abbassi Madani et Ali Belhadj, les anciens leaders du FIS, seront jugés pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce sont les militaires qui vont les juger ici, au tribunal de Blida. Ils risquent la peine capitale. La mort, l'opposition algérienne, unanime, la refuse. Le contexte est trop tendu. Il y a un danger d'explosion sociale étant donné la libéralisation des prix et le fait que le niveau de vie est véritablement impossible à supporter. Donc c'est tout ça qui constitue le contexte de ce procès et j'estime qu'une peine dure risque d'aggraver la situation. Ce procès qui s'annonce retentissant n'est pas le premier depuis l'instauration de l'état d'urgence il y a 6 mois. Déjà, 26 islamistes ont été condamnés à des peines capitales. 16 d'entre eux l'ont été par des tribunaux militaires. Et la situation se tend encore davantage en Algérie. 2 policiers ont été assassinés à Alger. En France, une mystérieuse épidémie a fait une vingtaine de morts en quelques mois. Son nom, la listériose, son origine bactérienne. Soyez donc attentifs aux informations et conseils qui vont suivre. Le mode de contamination est peu connu, mais la plupart du temps, elle est d'origine alimentaire. Il y a donc des précautions à prendre, surtout si vous faites partie des populations à risque. Pierre Fredenreich, Christophe Hérault. Les services de santé invitent les femmes enceintes et leurs nouveau-nés, les personnes âgées et les immunodéprimés, c'est-à-dire les populations à risque, à cuire soigneusement les aliments d'origine animale, éviter la consommation de lait cru et surtout les fromages à pâte molle. La listériose est une maladie bactérienne, habituellement peu fréquente, dont la source de contamination peut être alimentaire. Sa forme la plus fréquente est la listériose du nouveau-né, contaminée par la mère lors de la grossesse ou de l'accouchement. Nous, les obstétriciens, on la redoute particulièrement chez la femme enceinte, d'une part parce qu'elle y est plus sensible, elle l'attrape plus facilement, ça peut revêtir un caractère plus grave, et puis surtout, il peut y avoir des conséquences pour l'enfant.
Les femmes qui sont enceintes ne doivent pas bien sûr ce soir être tout inquiètes en pensant qu'elles peuvent avoir une listeria. Ce qu'il faut qu'elles sachent, c'est que si elles ont un syndrome grippal ou si quelqu'un a un syndrome grippal dans leur entourage, il faut qu'elles consultent pour que le médecin puisse prendre les mesures thérapeutiques nécessaires pour lui éviter les conséquences d'une telle infection. Alors ça se soigne très facilement, c'est un germe qui est sensible à des antibiotiques tout à fait courants. En moyenne, une quinzaine de cas de listériose provenant d'une même souche sont recensés tous les ans. Cette année, en 3 mois, 99 cas se sont déclarés, dont 20 furent mortels. 5 femmes ont été condamnées à l'avortement. Nous n'avons pas encore trouvé l'agent causal dans l'alimentation qui puisse expliquer cette poussée épidémique, mais vous savez que c'est très fréquent, hélas, de ne pas trouver, parce que les poussées épidémiques, que ce soit en France ou aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe, dans le passé, n'ont pas toujours conduit à déterminer l'agent causal. Alors en attendant l'identification de la source de contamination, le ministère de la Santé tient à rappeler formellement que cette affection se soigne. Faut-il encore qu'elle soit diagnostiquée et traitée à temps? Il vaut donc mieux toujours prévenir. C'est la démarche du ministère de la Santé à propos d'une trentaine de médicaments qui pourraient devenir dangereux. Il préfère les retirer du marché. Ils comportent des extraits bovins et le ministère s'inquiète d'une éventuelle contamination de la maladie de la vache folle, une maladie mortelle pour les animaux. Jean-Pierre Quinson et Marie-Hélène Roqueton. Du ménage dans les étagères des pharmacies. 32 médicaments viennent d'être retirés ou modifiés sur décision du ministère de la Santé. Point commun à tous ces produits, ils contiennent des extraits de tissus nerveux ou lymphatiques de bovins. Or, depuis 1986, sévit en Grande-Bretagne une épidémie touchant ces espèces. Communément appelée maladie des vaches folles, 6 cas en France ont déjà été répertoriés. Dans ce contexte, les experts européens ont conseillé la prudence. Bien qu'aucune preuve n'existe d'un passage éventuel de la vache à l'homme, on a préféré retirer tout produit qui pouvait contenir un tissu qui, possiblement, chez certains animaux, aurait pu contenir l'agent infectieux. La plupart de ces médicaments sont des fortifiants ou des reconstituants. Presque tous non remboursés depuis quelques mois, ils sont actuellement moins utilisés. Néanmoins, pour ceux qui s'en sont servis récemment, pas de danger. Je voudrais rassurer ceux qui auraient pu prendre ces médicaments ces derniers temps, il n'y a a priori aucun risque. D'autres produits contenant d'autres tissus de bovins vont être étudiés. De nouvelles interdictions devraient survenir prochainement. Chacun son tour, le Parti communiste est dans le collimateur du juge Jean-Pierre. Des camarades de Georges Marchais sont soupçonnés d'avoir eu recours eux aussi au système des fausses factures. Et c'est dans le fief électoral d'André Lajoigny que Thierry Jean-Pierre s'est manifesté. 2 responsables de la société ABCE ont été inculpés et écroulés hier soir. Et celui qu'on appelle le petit juge n'a pas changé de méthode. Albert Ripamonti. Inculpé d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence et écroué. Il y a là Jean-Michel Moreau, le PDG d'ABCE, et l'un de ses adjoints. À Montluçon, la société ABCE a pignon-sur-rue, spécialisée dans la fourniture de matériel de bureau. Elle travaille essentiellement avec des municipalités communistes. Or, l'Allier est justement l'un des derniers bastions du PC. D'ailleurs, le PDG d'ABCE, Jean-Michel Moreau, a été dans le passé attaché parlementaire d'André Lajoigny. Une simple coïncidence, car pour le président du groupe communiste à l'Assemblée, son parti est à l'abri de tout soupçon de corruption. Le juge Jean-Pierre, à l'origine de l'enquête, est peut-être d'un avis différent. Après une perquisition dans les locaux d'ABCE, il a saisi plus de 2000 factures, dont certaines, semble-t-il, très intéressantes. En Lorraine, c'est le bureau d'études SOCOEF qui retient l'attention de la justice. Il aurait émis pour plus de 13 millions de francs de fausses factures. Lui aussi serait lié au PC. Le tunnel sous la Manche continue d'avancer, mais une tempête surgit à la surface. Autrement dit, parmi les petits actionnaires qui ont cru au projet, qui voient arriver ce beau tunnel, mais pas leurs dividendes. Alors, colère. Et hier, l'Assemblée générale a été plutôt houleuse. Les petits porteurs entendent bien se défendre. Ils ont créé une association. Ils ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de grosses sociétés, l'arrivée éventuelle de grosses sociétés dans le capital de l'entreprise. Jean-Yves Serrand et Denis Bassompierre. Petits ou gros, les porteurs d'Eurotunnel ont le mal de mer. Les travaux ont beau être réalisés aux 3/4, leurs actions ne décollent pas du fond. Et aujourd'hui, on leur apprend qu'ils ne toucheront pas de dividendes avant l'an 2000. Bien loin pour beaucoup de petits épargnants. On est dans le brouillard le plus complet.
Le tunnel est un gouffre. Il devait coûter 48 milliards. On en est à 81 milliards aujourd'hui. Et les entrepreneurs réclament 15 milliards de plus pour travaux non prévus. Eurotunnel conteste la facture, mais devra la payer au moins en partie. Comment? Peut-être par une augmentation de capital réservée aux entrepreneurs et à prix préférentiel. D'où la grogne des 600 000 actionnaires qui verraient alors leur mise diluée dans le capital. Calmez-vous, rien n'est encore fait, répond Eurotunnel. En vain, des actionnaires flairent une entourloupe. Ils accusent l'un des entrepreneurs, Martin Bouygues, d'avoir fait chuter le cours de l'action volontairement en évoquant le mois dernier l'hypothèse d'une faillite d'Eurotunnel. Bouygues en prison. Et les petits porteurs se révoltent, ils se regroupent derrière l'un d'entre eux pour réclamer les mêmes avantages que les entrepreneurs. Nous avons déjà reçu 1500 lettres, nous avons 1000 adhérents et nous représentons probablement entre 2 et 3% du capital, ce qui n'est rien mais ce qui fait probablement le plus gros actionnaire de la société. Car ce n'est pas le moment de sauter du train. Le chantier du siècle aboutira contre vents et marées. Dût-il devenir le tunnel des Danaïdes? On aura fait pas mal de retours ce soir entre la France et l'Angleterre au tournoi de tennis de Wimbledon. Les Français jouent toujours très bien. 3 d'entre eux se sont qualifiés pour les 8e de finale. Arnaud Beuch, Nathalie Tauziat et Julie Allard. Parce qu'il avait décidé de s'occuper de ses enfants et de sa famille, ses fans avaient grogné. Ce serait-il embourgeoisé? Mais non. Bruce Springsteen revient sur scène. Le 19-20 vous donne l'info en avant-première. Le symbole du rock américain sera lundi et mardi prochain à Bercy. Après 4 ans d'absence sur scène, le succès est au rendez-vous. Sa tournée en Europe marche très bien. Thierry Stampfler, Philippe Basquin l'ont vu à Stockholm. Ultime répétition pour Bruce Springsteen à quelques heures de l'un des concerts les plus importants de sa carrière. Ce soir-là, à Stockholm, devant des journalistes venus du monde entier pour assister à l'événement, il va jouer pour la toute première fois sans son groupe de toujours, le E Street Band, abandonné pour d'obscures raisons personnelles. C'est à travers ces extraordinaires concerts marathons de près de 5 heures que s'est édifiée la légende de Bruce Springsteen, jouant jusqu'à l'épuisement, nuit après nuit. En 1988, il jette l'éponge, s'installe à Los Angeles aux côtés de sa nouvelle épouse Patty, une de ses choristes, qu'il dévorait déjà des yeux lors de sa dernière tournée. Il lui faudra 4 ans pour que les démons de la scène le titillent à nouveau. I missed it a lot. I mean, I had, you know, it was great. I was home and I worked hard on the records and my wife worked on her record. And we had a couple of little babies and, you know, it's been a really happy time. You know, I miss the fans too. And forget. À Stockholm, ce soir-là, tout le monde s'est demandé si Bruce Springsteen allait retrouver l'étincelle des années héroïques, un peu comme un sportif longtemps privé de compétition et qui aurait perdu ses marques. Après une première heure hésitante, la deuxième partie du concert fut littéralement euphorique, laissant espérer de grands moments pour ces 2 concerts parisiens à venir. Voilà, c'est une belle conclusion de ce 19-20. Le rire ce soir avec Fabrice, en fait tout à l'heure, l'aventure avec Pernou, la littérature avec Rap, l'info avec Hautement à 22h40 et la musique avec Duo. Vous êtes gâtés sur la 3. Et dans quelques secondes, la météo de Florence Klein. Bonne soirée sur la 3, bon week-end à lundi 19h. Bonsoir. Bonsoir.